du Ciné-Club lancé l'année dernière. Et ça fait partie des films un peu moins évidents dans l'esprit du spectateur et dans la carrière de Morricone et dans l'histoire du cinéma. C'est des films moins évidents qu'il était une fois dans l'Ouest. Donc je suis vraiment très content que c'est si nombreux ce matin. Et je commence par la fin. Et surtout, cette séance, pour moi, elle était vraiment associée à un monsieur que je trouve pertinent, passionnant, et que j'ai vu entendre. J'ai entendu parler de cinéma. C'est Samuel Blumenfeld qui sera là juste après. Donc, si vous avez faim, attendez. Si vous avez autre chose à faire, attendez. Parce que vous allez rester jusqu'au bout, il est passionnant. Par contre, il y a une séance à 14h30 d'Armageddon Time. Donc, il faudra que ça s'arrête. Et moi, c'est vrai que Samuel, je l'ai encore vu cet été autour du Festival de La Rochelle, autour de l'hommage à Alain Delon, parler de Monsieur Klein. C'est quelqu'un que j'ai découvert aussi au moment où je sortais un film qui s'appelle Ragtime, qui avait écrit un très beau texte autour de l'édition des DVD films. Et il fait partie de cette génération de passionnés de cinéma et qui éclaire de toute sa force les films dont il parle et qu'il aime. Et voilà, je suis vraiment content qu'il soit venu parce que j'ai lancé la bouteille en l'été dernier. Et puis il se passe du temps, et puis on essaie de se projeter, donc il sera là tout à l'heure, mais il connaît le film par cœur. Et surtout, il connaît le film par cœur, parce qu'il a participé à un très beau bonus, j'avais un exemplaire encore de l'édition Make My Day autour de la bataille d'Alger. Alors la question habituelle, qui a déjà vu le film? Ah, je suis content, pas beaucoup, enfin je suis content. On peut revenir de toute façon. Vous seriez très nombreux à l'avoir dit, c'est super. Moi j'ai vu très tardivement, il y a plein de raisons pour ça. Le film est magistral, a une renommée depuis sa sortie, sa présentation au Festival de Venise. Sa renommée dans l'histoire du cinéma, mais a longtemps été censuré ou compliqué à montrer en France, a eu un visa d'exploitation 4 ans après sa fabrication. Donc, même moi, je l'ai découvert il y a 3-4 ans. Et on voit cette séance et ce film donc, au travail du studio Canal qui a restauré le film et à la société de distribution Carlotta Film qui l'a ressorti il y a déjà presque 20 ans. Le film a été montré à Cannes Classique en 2004. C'est pendant très longtemps, je pense que les gens qui le découvrent vraiment en salle, ils ont pu le découvrir depuis les années 2000. Moi, j'ai découvert il y a 3-4 ans dans le cadre de séances scolaires. Et ça a été un choc. Et surtout, quand j'ai vu Genève, je me dis ah ouais, merde, il y avait Morricone aussi. Parce que Morricone, on peut l'associer à une autre musique de film de Gilles Pontecorvo, même sur les réalisateur italien, on ne connaît pas très bien. Et moi, je connaissais Kemada, voilà, un autre film, une autre BO que j'aime beaucoup, une BO que Morricone ait joué en concert. Ça, c'est le préalable. Et pour continuer de commencer par la fin, si vous partez tout à l'heure, je vous annonce les prochains rendez-vous. Alors, c'est un hasard. On n'a pas fait beaucoup de films français, mais j'essaie de composer en fonction de l'actualité, des mois et surtout des invités. Le numéro de décembre, le rendez-vous de décembre, j'aime beaucoup l'associer au Festival du film fantastique de Paris qui a lieu tous les ans ici au Max Linder, dans la première dizaine de décembre. Donc le 4 décembre, ce sera une séance qui sera animée et une carte blanche que j'ai laissée à Cédric Delelay, qui est rédacteur à Mad Movies. Et pour ceux qui ont découvert cet été le documentaire Ennio par Tornatore, il avait fait 4 pages magnifiques. S'il y a 4 pages à lire, si vous voulez lire un million de choses autour de Morricone, il avait fait une très belle présentation de son œuvre. Et quand je lui ai dit, voilà, tu as carte blanche, il a eu envie. Alors moi, je m'attendais à un film de genre, à l'Empire, un Giallo, un Argento, ou un film de science-fiction. Ou fantastique période de Morricone, et on va faire un giallo français, donc ça sera Peur sur la ville, d'Henri Verneuil, et le hasard fait que j'avais déjà démarché un invité pour le mois de janvier, et je suis vraiment très content parce que pour moi c'est un des films de l'année, c'est Dominique Moll qui sera l'invité de janvier, qui a sorti cet été La Nuit du 12, et Dominique, lui, il m'avait déjà lancé une bouteille et il voulait présenter Le Plan des Siciliens. Donc on va avoir 2 films français, 2 films d'Henri Verneuil, des films que vous avez sans doute vus à la télé, mais voilà, ici ça prend vraiment toute une autre saveur, et donc je continue de remercier l'équipe du Max Linder et Claudine Cornilla, la directrice de la salle, qui m'a fait confiance sur ce projet, l'équipe qui nous accueille pour ce petit plus avec le café, etc. Encore merci à vous d'être là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Oui, Vincent Palombo, distributeur Carlotta Film, m'a fait la gentillesse d'apporter, parce qu'on n'a plus beaucoup maintenant, l'édition du livre autour de Brian De Palma, qu'avait fait Samuel Bonnefel, un livre d'entretien avec Laurent Bachot, qui est un livre qui a été longtemps épuisé, qu'ils ont réédité l'année dernière. Donc si vous voulez en acheter, j'en ai 2-3 exemplaires et vous les faire dédicacer tout à l'heure par Samuel. Et je rebondis encore sur ce programme qui avait commencé l'année dernière avec Les Incorruptibles. On fera peut-être prochainement les 2 autres films de Brian De Palma accompagnés par Morricone. Et voilà, je m'arrête. Je pense que vous allez vous prendre un film de coup de poing dans tous les sens du terme. Et je pense que voilà, le film, moi je me suis rendu compte aussi pourquoi j'ai envie de faire cette séance-là. Pour un truc tout bête aussi, et très pédagogique. Tout petit. Moi j'ai entendu parler de la guerre d'Algérie, j'ai 50 ans. J'essaie de me rappeler sur ce que j'ai appris à l'école. Je ne crois pas grand-chose. Et là, en 2 heures, vous allez apprendre beaucoup. Parce qu'il y a un point de vue, il y a une façon de filmer, de raconter l'histoire. Et avec ce film, Conte Corvo, réalisateur italien, 3 ans après la fin de la guerre d'Algérie, on est en 2002, c'est les 60 ans du cessez-le-feu, des accords d'Évian, donc la fin de la guerre d'Algérie. 3 ans après la guerre d'Algérie, en 65, il tourne à Alger, avec des gens qui ont vécu cette période-là, qui sont figurants, avec des non-comédiens, à part côté français, vous verrez un visage que vous avez peut-être en tête, qui s'appelle celui qui joue le rôle du colonel français, qui est Jean Martin, que des inconnus, que des non-comédiens, et un film, on a l'impression que c'est des actualités. Et je crois que c'était la volonté de Conte Corvo, et vous allez vivre quelque chose de très fort au cinéma. Merci à tous. Encore un grand merci à Samuel d'être là. D'habitude, je suis tellement content d'être assis et d'écouter que je vais bien t'écouter. On va rester debout, une bonne position pour penser. On va commencer un petit peu à parler comme ça, ceux qui restent, et puis ceux qui veulent partir. Tout à l'heure, je n'ai pas dit grand-chose en fait autour du film, mais ce qui est très important, une des figures emblématiques en dehors de Conte Corvo, c'est un monsieur qui est comédien, mais qui a vraiment vécu des faits, qui est assez famille, qui joue son propre rôle. C'est celui qui, en rôle au début, a mis la pointe, si on veut dire le personnage central aussi du film, et qui est arrêté en cours de film, et qui est à l'origine de tout le projet. Et pour commencer, ce que je voulais te demander, c'est toi, comment tu avais découvert le film? Parce que moi, j'ai découvert très tardivement, comme beaucoup de gens. Alors, en fait, c'est une bonne question, parce qu'en fait, ma découverte, c'est globalement l'histoire de toute notre découverte de ce film, parce qu'en fait, c'est une histoire en soi. C'est donc un film qui remporte, donc qui sort en 1966, donc qui remporte le Lion d'Or au Festival de Venise, mais que nous, Français, c'est quand même une histoire de France, quand même. Mais c'est un film que nous, Français, découvrons véritablement qu'en 2004. C'est-à-dire alors, lors de la sortie DVD du film. Donc, que se passe-t-il quand même entre 1966 et 2004? En fait, c'est un film qui restait un titre. Alors pour moi, enfin j'imagine comme nous tous, c'était un titre non pas d'ailleurs dans les colonnes des rubriques de revues de cinéma, mais dans la colonne des faits divers. À savoir que, je dirais en gros, à une année près, c'est un film qui est interdit en France entre 66 et 69. Au début des années 70, il peut sortir en salle. Mais de facto, il n'est pas projeté, parce qu'à chaque fois qu'une salle le programme, il y a une alerte à la bombe, on découvre des explosifs, donc aucune salle a raison de prendre la responsabilité de projeter ce film. Lorsque, de nouveau, on essaye de le montrer au public français au tout début des années 80, là pour le coup, la salle du Saint-Séverin à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, est plastiquée. Donc autant vous dire qu'après le plasticage du Saint-Séverin à Saint-Germain-des-Prés, le film est sous-scellé pour... ah oui, il est véritablement sous-scellé, donc on le découvre, nous Français, justement qu'au début
c'est-à-dire que dans la première moitié des années 2000. Donc effectivement, l'histoire de sa distribution contrainte, c'est une histoire de France. C'est aussi une histoire de notre rapport à la guerre d'Algérie. Alors, bien évidemment, quand on dit ça, notre rapport à la guerre d'Algérie, on se dit, bah ouais, c'est toujours la France, on ne veut pas regarder notre passé en face. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. C'est véritablement, enfin, j'arrive pas, il y a vraiment une histoire en soi de la bataille d'Alger qui se compare à aucun autre film. Parce que moi, je ne crois pas au tabou d'un cinéma français qui soit resté autiste devant la guerre d'Algérie. C'est en fait factuellement inexact. On a très vite, le cinéma français a très vite regardé la guerre d'Algérie en face. Je pense au Petit Soldat de Jean-Luc Godard. Je pense au combat dans l'île d'Alain Cavalier. Je pense à L'Insoumis d'Alain Cavalier avec Alain Delon. Je pense au film d'Alain Resnais. Je pense à La Belle Vie de Robert Enrico. Donc on n'était pas, je veux dire, c'est véritablement la guerre d'Algérie a interpellé très tôt les réalisateurs français. Sauf que la bataille d'Alger, c'est autre chose. Lorsque le cinéma français s'intéresse à la guerre d'Algérie, il s'intéresse à la guerre d'Algérie vue de France, sur le sol français. Là, c'est autre chose. Nous sommes bien évidemment, sur le sol algérien. C'est la guerre d'Algérie, véritablement. Ça s'intitule bien évidemment la bataille d'Alger. Et puis il y a surtout un élément très important, fondamental, qui explique la quasi-répulsion à montrer ce film. C'est que c'est un film qui est sur la torture. C'est posé explicitement dans le film, c'est que si nous voulons, quand je dis nous, je veux dire, nous, Français, en Algérie, mais si nous voulons gagner cette guerre, il va falloir recourir à certaines méthodes inavouables, dont la torture. Or, la torture, c'est au-delà de la question éthique, bien évidemment, c'est intolérable, mais il faut bien se souvenir que la torture, c'est l'élément qui fait que la France est montrée du doigt très tôt durant le conflit algérien. Dès 1957, la France est condamnée internationalement sur ses exactions précises. Donc, c'est un nœud véritablement très difficile. Et pour le coup, la torture dans le film, elle est mise en scène. Je veux dire, Julio Pontecorvo n'a pas peur, je veux dire, de la mettre en scène. Il y a aussi un autre élément, dirais-je, qui explique, on va dire, le fait que ce film nous soit parvenu si tard, nous en France. C'est le nom de Julio Pontecorvo lui-même. Et là, on touche à un angle mort de la cinéphilie française. Pour ceux qui sont un peu plus cinéphiles, vous savez peut-être que Julio Pontecorvo est le réalisateur de Capot. Donc Capot... Je t'arrête tout à l'heure, en fait, je n'ai pas du tout parlé de Pontecorvo, donc c'est bien. D'accord. Donc Julio Pontecorvo, c'est le réalisateur de Capot, c'est un réalisateur qui réalise 5 films dans sa carrière. Donc c'est une filmographie assez courte, toujours politique. C'est un réalisateur politique. Le film que Pontecorvo réalise après la bataille d'Alger, c'est Quemada avec Marlon Brando sur l'esclavage. Le dernier film qu'il réalise dans les années 70, c'est un film contre le franquisme, se déroulant dans le Pays Basque. Un film que je n'ai pas vu, totalement méconnu en France. Et véritablement, je pense que pour avoir vu 3 films réalisés par Pontecorvo, son œuvre est dominée par la bataille d'Alger. Mais simplement, dans l'histoire franco-française, Pontecorvo, donc réalisateur de Capot, qui est un film qui se déroule dans un camp de la mort, durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'un des premiers films occidentaux à mettre en scène les camps de la mort. Je dis bien occidentaux parce que du côté des pays de l'Est, depuis 1946, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Allemagne de l'Est, les camps étaient régulièrement mis en scène, reconstitués ou parfois pas reconstitués d'ailleurs, souvent des films tournés sur place. Mais Capot était le premier film occidental. C'est un film qui reçoit un écho considérable dans le monde entier.
qui est nommé à l'Oscar du meilleur film étranger, qui est salué par les plus grands metteurs en scène italiens de son époque, Fellini, Visconti, le saluent comme un très grand chef-d'œuvre. En France, ça se passe beaucoup plus mal, parce que ces fameux articles de Jacques Rivette, s'intitulant de l'abjection, sur le fameux travelling de Capot, qui justement introduisait du sentimentalisme dans un contexte historique où ce serait intolérable et inacceptable. Bon, pour faire très court, parce qu'on n'est pas venu parler de ça, dans le fameux travelling de Capot n'est pas un travelling, c'est un panoramique. Donc, si vous voulez, voilà comment, à la suite d'un article, Gillo Pontecorvo s'est trouvé frappé du sceau de la famille, et puis donc, adieu Gillo Pontecorvo pour nous Français. Voilà, jusqu'au milieu des années 2000, voilà, fort heureusement. Puisqu'on est sur Gillo Pontecorvo, il y a une chose très importante, c'est qu'on se dit, comme ça on se dit, mais bon, comment se fait-il que le grand film sur la guerre d'Algérie, au sens où véritablement, sur un plan opérationnel, pourquoi est-ce que ce film est réalisé par un Italien, écrit par un autre Italien, photographié par un chef opérateur italien, mis en musique par un musicien italien? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que des gens qui sont étrangers à la guerre d'Algérie signent le film le plus marquant sur ce conflit? En fait, il n'y a pas de hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard en fait chez les artistes, et il n'y a pas non plus de hasard dans la vie. C'est que l'apport du film, en fait, c'est le film est véritablement un enfant du néoréalisme italien. Que fait Pontecorvo, en fait? Il utilise l'apport de La Terre tremble de Visconti, de Rome ville ouverte de Rossellini, et se dit, mais cet apport-là, qui justement, ce néo-réalisme, si je le fusionnais avec une nouvelle technique narrative, avec une autre technique narrative qui serait le thriller. C'est exactement ce qu'il fait. Et aussi un autre apport du cinéma italien qu'on retrouve directement dans la bataille d'Alger, c'est que tous les comédiens de la bataille d'Alger sont des comédiens amateurs. Tous, à l'exception d'un, c'est alors en l'occurrence le militaire, qui je pense, pense immédiatement au général Massu. En fait, Pontecorvo pensait plus particulièrement au général Bijard. Mais à l'exception de ce comédien, donc Jean Martin, tous les autres comédiens sont amateurs. Et dans bien des cas, ils jouent leur propre rôle. Et bien cette idée de prendre des individus qui jouent en partie leur propre rôle, c'était déjà la démarche de Francesco Rossi, juste après la guerre, dans Salvatore Giuliano. Donc si vous voulez, il y a... c'est une esthétique italienne à laquelle, dans laquelle nous sommes confrontés. Sauf que l'idée géniale de Pontecorvo, c'est de se dire, j'ai introduit le mode narratif du thriller. Et donc du coup, cet enfant du néo-réalisme, en fait, nous offre un film hyper réaliste. Donc véritablement, un film d'un nouveau genre. J'aime pas dire c'est nouveau, parce qu'on dit toujours, non, il y a toujours quelqu'un avant vous, mais véritablement, il se passe quelque chose avec la bataille d'Alger qu'on n'avait pas vu auparavant. Donc vous devinez facilement comment ce film a pu infuser des choses que vous avez vues depuis, à savoir La chute du faucon noir de Ridley Scott, les films de Paul Greengrass. Oui, c'est pas Paul Greengrass, un metteur en scène britannique, qui avait réalisé le film sur 11 septembre, véritablement, l'enfant naturel de Gillo Pontecorvo. Je pense qu'au-delà de ça, justement cet hyperréalisme quasiment inventé par Pontecorvo a impressionné tous les metteurs en scène de sa génération. Alors, si vous voulez, la liste, ce serait un inventaire à la Donjon. Je vous en citerai un. C'est Stanley Kubrick qui disait, dans tous nos films, en fait, on essaie toujours de trouver un réalisme fin, parce que un film est toujours une mise en scène. Sauf que on essaye donc de masquer cette illusion par le réalisme le plus absolu. Et Kubrick disait,
Le réalisateur qui est parvenu avec le plus de réussite, c'est Pontecorvo sur la bataille d'Alger. Donc, si vous voulez, c'est pour vous dire à quel point l'admiration que suscite le film, chez des metteurs en scène qui sont, on va dire, assez doués, en fait, situe bien en fait la réussite inédite à laquelle est parvenu Pontecorvo. C'est ça qu'il faut garder en tête. Moi, je me souviens qu'il y avait une critique de Life aux États-Unis. On va parler de la sortie américaine, c'est très important. Il y a une critique de Life donc aux États-Unis, au moment de la sortie du film, donc là-bas. Le film sort aux États-Unis en septembre 67. C'est important, septembre 67. Vous allez comprendre après. Le film sort en septembre 67 et Life écrit, et c'est quand même très étonnant. C'est un film où il y a des acteurs, mais on a l'impression que personne ne joue. Ça résume parfaitement, en fait, je veux dire, la façon, je veux dire, l'enjeu de la direction d'acteur dans ce film. Il y avait une autre chose aussi, c'est que dans la bande-annonce américaine de la bataille d'Alger, les Américains sont quand même toujours assez forts pour marketer un film. Et parfois, les marketeurs ne sont pas toujours horribles, ils ont également de très bonnes idées et parfois un jugement pertinent. Or, dans la bande-annonce américaine du film, ils avaient écrit nous vous garantissons qu'il n'y a ici aucune image documentaire, aucune image d'actualité. Qui est voilà, le plus bel hommage que l'on puisse faire au film, c'est que, en fait, nous ne nous trompons pas, tout est faux ici. Et puisque tout est faux, d'une certaine manière, tout est exact. Tu as un très beau mot dans le très beau bonus d'une heure que tu as fait avec Jean-Baptiste Corrèze sur l'édition déléguée dans la collection Mécamédée, où tu parlais de Pontecorvo comme un chimiste de la matière et des âmes. C'est-à-dire pour rendre justement hommage à sa façon de faire du cinéma avec la caméra, avec le grain, avec la pellicule, la caméra à l'épaule, le style un peu documentaire ou néo-réaliste, et aussi de son choix de comédien ou non comédien pour transformer tout ça pour nos spectateurs. Il y a une chose, alors j'ai l'impression que si c'est un chimiste des âmes, c'est véritablement une opération qu'il a réussi qu'une seule fois. Et je dirais presque, je ne vois pas d'autres metteurs en scène qui à ce point réussissent ça. C'est que comment est-il parvenu à rendre en fait toute cette distribution, donc des gens qui n'avaient jamais joué, à induire un tel professionnalisme, un tel naturel, une telle évidence. Moi, je ne sais pas comment c'est possible. Et en fait, l'évidence, c'est possible qu'une seule fois. C'est un miracle, qui n'arrive qu'une fois. Sur la direction d'acteur, quand même, il y a un élément intéressant, c'est donc qu'il y a un comédien professionnel qui est donc le militaire du film. Il était incarné par un comédien français qui s'appelle Jean Martin. Alors, dans le film, il vous apparaît comme étant particulièrement quand même martial, droit, et sans trop d'état d'âme sur la torture. Jean Martin était un des signatures. Alors, c'est quand même important, vous voyez, il y a un comédien professionnel, il est français, et donc le simple fait, quand même, pour un comédien français, de se retrouver dans un tel film, c'est se mettre en danger. C'est obligatoire, je veux dire, c'est bon, je veux dire, nous parlons d'un film quand même, bon, il sort en 66, il est tourné en 65, la guerre d'Algérie s'est terminée en 1962. Donc je veux dire, c'est encore là. Or, Jean Martin était un des signataires du manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie. C'est un comédien de théâtre, signé justement ce manifeste contre la guerre d'Algérie, l'avait mis à l'écart. Donc il avait vraiment énormément de mal à trouver du travail. Donc le seul travail qu'il a pu trouver, c'est d'une certaine façon, en fait, ce militaire-là, qui est à l'opposé de ses convictions. D'ailleurs, les relations entre Pontecorvo et Jean Martin étaient assez mauvaises. C'est-à-dire que Pontecorvo ne comprenait pas les options, les choix d'interprétation de Jean Martin. Je pense que Pontecorvo ne les comprenait pas parce qu'en fait il était entouré de comédiens entre guillemets amateurs, donc qui étaient
qui devait boire les paroles de Pontecorvo, alors que Jean Martin, lui, avait un point de vue sur son rôle, un point de vue plus affirmé. Donc c'est un peu, c'est inévitable, à mon avis, que les deux ne s'entendent pas. Mais bon, le résultat est que ça marche. Ça marche. Ce qui est important aussi, vous voyez, c'est une histoire de France, c'est que Jean Martin, bon, non seulement avait signé Manifeste des 121, mais il avait été résistant pendant la guerre, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde en France, et il avait combattu en Indochine. Passage qui l'avait énormément marqué, parce qu'il avait pris conscience qu'une guerre coloniale n'allait nulle part. Et donc, la France est allée nulle part en Indochine, et bien évidemment, il n'ira nulle part en Algérie, il n'est allé nulle part. Donc, véritablement, vous voyez, cette histoire du comédien à l'intérieur du film permet aussi de comprendre son cheminement et son investissement dans ce rôle. Je voudrais parler aussi, Marc, de l'histoire américaine du film. C'est une histoire française, mais une histoire américaine. L'histoire américaine, elle est, à tout autre niveau, tout aussi passionnante que l'histoire française. C'est véritablement la réputation, enfin je veux dire la permanence de la bataille d'Alger, en fait, dans la vie des spectateurs, hein, elle tient beaucoup à la sortie américaine du film. La sortie américaine du film, bon, je le disais tout à l'heure, le film est sorti donc en septembre 1967. Si on devait choisir une date pour sortir ce film, une date aux États-Unis pour sortir ce film, on ne pouvait pas faire mieux que septembre 67. C'est-à-dire que vous voyez, même le plus génial des marketeurs n'aurait pas pu faire mieux. Parce que tout simplement, en 1967, on vient à peine de sortir des émeutes de Newark. Donc les émeutes des émeutes dans les centres urbains américains, et on s'apprête à entrer dans celle de Washington. Donc véritablement, les centres urbains américains sont en proie à de véritables guerres civiles. Et donc soudain arrive ce film sorti de nulle part, donc vous voyez, un film sur lequel d'Algérie, réalisé par une équipe italienne, qui quand même met en scène une guerre qui se déroule en plein centre urbain. C'est la Casbah, nous sommes à Alger. Donc, ajouter à cela le fait que les États-Unis sont en pleine guerre du Vietnam. Ils sont en pleine guerre du Vietnam, mais à un moment où justement, en 1967, c'est un moment de bascule où les Américains réalisent que le Vietnam, non seulement on est parti pour y rester longtemps, mais on est parti pour ne pas gagner cette guerre. Donc arrive véritablement la bataille d'Alger qui à la fois frappe l'inconscient et le conscient américain, à la fois sur son territoire et sur son principal théâtre d'opération extérieure. Donc autant vous c'est de manière miraculeuse. Il arrive de manière si miraculeuse que le film, dans sa perception, vous voyez, dans la perception des Américains, sera nommé 3 années de suite aux Oscars. À la fois pour meilleur film étranger, ensuite l'année suivante, meilleur scénario original, et encore l'année suivante, vous voyez, jusqu'en 67, pour meilleur réalisateur pour Gino Pontecorvo. Ça ne s'est jamais passé. Donc si vous voulez, ça montre bien à quel point le film frappe les Américains. Alors, de manière concrète, comment les frappe-t-il ? Il y a une chose très intéressante dans le film, quand on regarde la version américaine du film, donc on regarde les sous-titres, puisque bien évidemment il est mécaniquement sous-titré. Or, dans les sous-titres américains, vous avez tous entendu la Casbah dans le film. Dans les sous-titres américains, la Casbah est traduite par le ghetto. C'est à la fois complètement hors sujet et en même temps en plein milieu de la cible. Parce que le ghetto, sont précisément les centres urbains qui sont en pleine révolte. Or, que se passe-t-il durant les 3, 4, 5 années qui suivent la sortie américaine de la bataille d'Alger? Eh bien, plusieurs groupes entre guillemets de résistance armée, ou alors des groupes terroristes. Alors je pense des résistances armées, je pense au Black Panther, puis il y a des groupes terroristes américains qui s'appellent les Weathermen, parce que les Américains ont connu une vague terroriste, comparable fort heureusement à ce qui a pu se produire en Italie, au Japon
et en Allemagne, mais ça s'est produit. Or, tout d'un coup, pour ces groupes-là, non seulement la bataille d'Alger a été regardée comme un documentaire, mais en même temps presque comme un guide pratique de la résistance armée sur les manières de fabriquer des bombes. Or, il y a plusieurs procès de Black Panthers, vous voyez, entre 69 et 73, et régulièrement, durant ces procès, vous avez les Black Panthers qui sont à la barre et qui expliquent oui, nous avons résisté, nous avons fabriqué nos armes, et nous avons fabriqué tout ça après avoir regardé la bataille d'Alger. Dans l'un de ces procès est interviewé Lumumba Shakur. On ne dit pas comme ça spontanément quelque chose, mais c'était Lumumba Shakur, c'est le père du rappeur Tupac Shakur. Et Lumumba Shakur, à la barre, en 1976, à Washington, explique écoutez, chez nous, aux Black Panthers, il était obligatoire de regarder la bataille d'Alger. L'histoire américaine de la bataille d'Alger ne s'arrête pas là. Déjà, c'est quand même assez flamboyante et étonnante, mais elle se poursuit en fait jusqu'au début des années 2000. Car qu'apprend-on en 2002 Non, plutôt, pardon. Qu'apprend-on en 2003 On apprend en 2003 qu'en 2002, le Pentagone a fait projeter la bataille d'Alger pour un certain nombre de ses responsables. Or, en 2002, qu'est-ce qui se passe ? Les États-Unis sont de nouveau engagés sur une guerre, la plus importante à l'extérieur depuis la guerre du Vietnam, et là, comme vous savez, il s'agit de l'Irak. Et comme vous savez également, en 2002, les Américains commencent déjà à être englués en Irak sur un théâtre d'opération qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils comprennent mal, qui est en partie d'ailleurs de nouveau sur un théâtre urbain. Et donc là, le Pentagone se dit, on va projeter la bataille d'Alger, il y a sans doute des choses à apprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2002, c'est qu'il y a des choses à apprendre pour gagner cette guerre. Or, en fait, vous savez très bien, il y a des choses qu'on a tous compris quand on regarde la bataille d'Alger. On sait que c'est foutu. Je veux dire, c'est pas, si vous voulez, c'est presque une leçon structurelle du combat en théâtre urbain lorsqu'on n'est pas chez soi, c'est que vous êtes condamné à perdre. C'est ce qui s'est passé à Alger, c'est ce qui s'est passé au Vietnam, c'est ce qui s'est passé en Irak, et ce qui, j'espère, se passera également en Ukraine. Donc voilà pour l'histoire, l'étonnante histoire américaine de la bataille d'Alger. Et aussi une autre chose importante, un autre point. Vous voyez, ça ne vous échappe pas que la bataille d'Alger est un film militant, si vous voulez, disons clairement sur les... Vous voyez, quand on regarde les chevilles ouvrières de la bataille d'Alger, Jules Pontecorvo, son scénariste, Franco Solinas, son premier assistant, Giuliano Montaldo, tous ces gens-là sont très à gauche. On va dire c'est la matrice idéologique de ces individus. Sauf que ils sont intelligemment à gauche. Très important. On peut être bêtement à gauche, on peut être intelligemment à gauche. Là, fort heureusement, nous avons la bonne incarnation. Or, Giuliano Pontecorvo est donc, dans son histoire, c'est un ancien résistant contre le fascisme, il fait partie des partisans. Il est membre du Parti communiste italien jusqu'en 1956, dont il est expulsé suite à l'invasion des chars soviétiques à Budapest. Donc, Giuliano Pontecorvo, quelqu'un qui donc est à la fois à gauche, en même temps avec sans aucune naïveté sur la réalité des totalitarismes soviétiques et autres. Or, la façon dont il aborde le conflit algérien, elle est extrêmement étonnante, extrêmement complexe, extrêmement riche. Bien évidemment que la bataille d'Alger est un film de propagande. C'est un film de propagande puisqu'il est commandité par le gouvernement algérien. Plutôt commandité, bon, je suis imprécis, je suis désolé. Donc il reçoit l'aide complète, l'aide logistique du gouvernement algérien. Donc c'est clair, de ce point de vue-là, c'est un film de propagande, c'est un film gouvernemental. Sauf que, comme tout grand cinéaste, Pontecorvo ne respecte pas la commande. Il ne respecte pas la commande, au moins sur un épisode. C'est l'épisode, justement, de ce qui est
l'attentat, le fameux attentat du Midbar. Donc, si vous voulez, cet attentat orchestré par le FLN, et donc où un café, une bombe a été placée dans un café, et donc ça a été une boucherie, tuant hommes, femmes, enfants. Or, la manière dont Pontecorvo met en scène cet attentat, il prend bien soin, d'abord, d'un côté, d'individualiser les terroristes du FLN, mais aussi d'individualiser les futures victimes de cet attentat. Donc, véritablement, il y a une réflexion chez Pontecorvo qui est là, absolument novatrice, parce que nous sommes au milieu des années 1960, nous sommes avant les grandes vagues terroristes des années 70, et puis il y a malheureusement des vagues terroristes qui n'ont pas cessé depuis. Et donc là, en l'occurrence, Pontecorvo dit « Le terrorisme, c'est ça. Ce sont des individus que je vous montre, qui vont tuer d'autres individus que je vous montre également. » Parce que, si vous voulez, c'est pas simplement un mot qui flotte comme ça en l'air, le terrorisme, et qui permettrait de libérer des peuples. Il y a des morts sur le chemin. La plupart du temps, des morts innocents, des hommes, des femmes et des enfants, comme le montre de manière très audacieuse et très juste le film. Et bien évidemment, ça ne vous étonnera pas, cette séquence avait fortement déplu au gouvernement du FLN. Véritablement, ils avaient tout fait pour essayer de l'exciser. Parce qu'ils disaient, non, mais attendez, là, quand même, c'est pas tout à fait à notre avantage. Donc ça leur avait déplu. Donc là, encore une fois, c'est un film qui détourne sa commande. Alors de manière assez ironique, d'ailleurs, parce que bon, l'histoire, je veux dire, nous allons parler d'une histoire de France, nous allons parler d'une histoire américaine, nous allons parler d'une histoire italienne, bon, puis aussi une histoire algérienne. Et on va dire que l'histoire de l'Algérie depuis son indépendance, c'est une histoire compliquée. C'est une histoire particulièrement compliquée pour le peuple algérien, qui est quand même spolié de son pays par son gouvernement pratiquement depuis sa création. Or, dans les années très noires du FLN, c'est-à-dire dans les années 80-90, eh bien, la bataille d'Alger était devenue un film interdit, que les Algériens ne pouvaient plus voir, et qu'ils ne pouvaient voir qu'à l'extérieur. Ça aussi, c'est une sacrée histoire. Et c'était déjà compliqué les moments de faire des films, parce qu'en fait, même si on était juste après l'indépendance, il se passait déjà quelque chose de difficile avec le gouvernement en place. Au moment où le film se produit, il y a le coup d'État de 65, il y a le coup d'État de 65. Donc de toute façon, il y a des luttes internes, de toute façon à l'intérieur du FLN, mais ça regarde Pontecorvo d'un point de vue sur un plan logistique, ça ne le regarde pas sur le plan de son film en fait. Il y a cette histoire qu'il veut mettre en scène. Je pense aussi à la conscience d'un metteur en scène qui se rend compte que la logistique qu'il met à sa disposition, qui est quand même considérable, hein. Je dirais il y a des figurants, je veux dire il a un armement, enfin il a des moyens qu'il ne trouvera plus jamais. Donc il est conscient en fait qu'il a ici la chance de sa vie. C'est un moment exceptionnel. On est dans la Casa où dès qu'on est sur des plans larges, il y a un film c'est quand même assez extraordinaire. Hein. C'est dans son genre de superproduction. Entre guillemets, superproduction tiers-mondiste. Il n'y en a pas eu tant que ça. D'ailleurs, les chars qu'on voit à la fin du film, justement, donc qui sont supposément des chars français, ce sont des chars soviétiques. C'est de l'armement soviétique. Or, écoutez, vous voyez, c'est tournage en 65, film sorti en 66, et 2 ans plus tard, ce sont ces chars qui écrasent les Tchèques à Prague et ailleurs, en 68. Ça aussi, c'est cette histoire-là en creux que raconte le film. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je vais avoir entendre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la réception, comment le film a été vu en France après sa sortie, par rapport à comment l'armée a réagi, les militaires qui ont vu le film et ont essayé parfois de se l'accaparer. Écoutez, c'est un véritable axe de réflexion, je ne serais pas capable de vous répondre. Parce que tout ce que je sais, c'est que le film est interdit.
La question, c'est de savoir qu'est-ce qui déplaît au comité de censure français. C'est un axe à explorer. Je ne suis même pas certain que les militaires aient forcément vu le film. Ou s'ils l'ont vu, ils l'ont regardé d'un œil, parce que c'est évident que c'est un refus de principe. Vous voyez, c'est la bataille d'Alger, la torture, la peine de mort. C'est pas possible. Je veux dire, vous voyez, on est 4 ans après la fin de la guerre, c'est beaucoup trop tôt. On n'est pas mûr pour ça. Mais néanmoins, si vous voulez, là-dessus, il y a sans doute des archives à dépouiller, vous avez raison. Ouais. À propos d'archives, est-ce qu'il y avait des images d'archives dans le film ? Aucune. Illusion complète. La puissance du faux par excellence. Ouais. Ça a été tourné à Alger, donc sur les lieux mêmes. C'est pas, ça participe du projet esthétique. Néanmoins, il y a quelques scènes de studio qui ont été tournées en France. Et quelques plans d'ensemble qui ont été tournés en banlieue parisienne. Globalement, c'est Alger. Est-ce que vous pouvez répéter la première question? Tout en bas, en fait, la première question, c'était par rapport à l'accueil et la réception qu'aurait pu avoir le gouvernement français, les militaires français, au moment de la sortie des années 70. Oui, anecdote personnelle, comme je le disais à Marc, enfant à 12-13 ans, j'ai été amené à côtoyer M. Jean Martin. Alors, Jean était quelqu'un d'exceptionnel puisqu'il m'envoyait des affiches de cinéma dans le Lot-et-Garonne. Et mon papa avait été, en 1958-59, réfractaire pour partir en Algérie. Et mon grand-père était un officier héroïque qui avait servi, qui avait été fait prisonnier pendant 5 ans dans le camp de Luvel, à côté du camp de la Grande Évasion. J'ai le t-shirt d'ailleurs sur moi, c'est le hasard en plus. Elle joue à 13 novembre, c'est le hasard aussi, c'est le Bataclan il y a 7 ans, c'est le hasard, mais il n'y a pas de hasard. Et Jean Martin, moi j'étais gamin, j'avais 10-12 ans, et le film s'appelait, pour la RTF, L'éclipse sur le chemin de Compostelle. Et papa, qui n'était pas du tout dans le cinéma, il était photographe, il a fermé son magasin, il a suivi Bernard Ferrier, il a été embauché comme chef opérateur du film. Et ça me touche vraiment de revoir Jean Martin et ce que vous avez dit, parce que Jean Martin avait eu des discussions, je me souviens, bon c'est assez lointain, c'était il y a 46 ans, et c'était quelqu'un qui s'était battu en Indochine et dans la résistance, et papa il s'était bien entendu parce que justement ils étaient contre cette putain de guerre d'Algérie. Moi je sais que quand j'ai fait les EOR à Saint-Cyr-Côte-Quidan en 83, on était plusieurs à avoir demandé, mais il n'y avait pas de VHS ni rien, des renseignements sur le film, et les officiers lui disaient non, c'est un film communiste, il ne faut pas en parler, c'est pas un film de guerre, il faut regarder la 317e section, Aventure en Birmanie, et il ne faut jamais regarder un film comme ça. C'est un film tourné par des communistes italiens, voilà. C'est une sacrée anecdote quand même. Ceci dit, 317e section Aventure en Birmanie, vous avez affaire à des militaires cinéphiles. Oui. En fait, il faut voir les trois. Oui. C'est bon. Vous avez parlé des influences du film dans le néo-réalisme italien, vous avez parlé du thriller, vous avez aussi qualifié le film de super-production tiers-mondiste, ce que j'ai trouvé très intéressant comme combinaison de mots. Je me demandais aussi dans quelle mesure, ça peut être redondant avec le néo-réalisme, dans quelle mesure il est influencé par la nouvelle vague. Parce qu'on est dans la deuxième moitié des années 60, donc les films de la nouvelle vague sont déjà... les films majeurs de la nouvelle vague sont déjà sortis, et il y a ce côté très urbain du film, avec aussi des caméras portées qui sont vraiment dans l'espace urbain, et un traitement du son aussi, beaucoup de post-synchronisation, qui me paraît s'inscrire pleinement dans le cadre de la nouvelle vague. Alors,
C'est clairement pas un film qui aurait pu être tourné 4 ou 5 ans auparavant. De toute façon, on n'aurait pas vu les événements qu'il met en scène, vu que c'était une histoire immédiate, ça n'aurait pas été possible. Mais si vous voulez, ce style-là, enfin, effectivement, cet hyper-réalisme n'était pas possible au début de la décennie, parce que l'équipement n'était pas là. Donc effectivement, il y a entre guillemets un effet de nouvelle vague. Là où je vous corrigerais, c'est que si vous voulez, la nouvelle vague, elle ne se déroule pas qu'en France. Elle se déroule en Pologne, elle se déroule en Grande-Bretagne, et si vous voulez, il y a un effet, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est de nouveaux équipements, c'est-à-dire l'occurrence le son direct, à ces caméras beaucoup plus légères qui permettent, dans le cas de la bataille d'Alger, ce style caméra à la main qui est assez inédit et complètement inédit sur un sujet pareil. Donc si vous voulez, l'irruption de ce nouvel équipement permet un autre cinéma. Mais cet autre cinéma, je dirais, ne se réduit pas à la seule nouvelle vague française. Voilà. Madame. Oui, Samuel, tu as parlé du fait qu'on n'a pas pu voir le film en France, mais quelle a été la réception en Angleterre, en Allemagne, en Espagne? Est-ce que le film a été montré? Comment a-t-il été accueilli? Alors, j'ai pas été sur ces territoires-là, tu vois, c'est pas... Parce que ça me semblait dominer, enfin, tu vois, les cas de la France, t'as l'Italie, t'as les États-Unis. Sur le cas de l'Allemagne, il y a juste une chose tout d'un coup auquel je pense, c'est que la bataille d'Alger était, quand tout à l'heure je parlais d'un film qui était obligatoire pour les Black Panthers, eh bien, si vous voulez, la bataille d'Alger était, selon l'aveu d'Andreas Bader, donc le leader de la triste bande à Bader, il disait que c'était son film préféré. Donc il y a forcément eu un écho partout dans les milieux de gauche et d'extrême gauche, il y a un écho très fort de ce film parce que justement c'est une guérilla urbaine. Or, à mon sens, c'est la première fois que se trouve mise en scène au cinéma une guérilla urbaine. Aujourd'hui, ça nous semble évident, parce que on a plus de 50 ans d'histoire derrière nous, et à l'époque, tout à fait nouveau, qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne mesurait même pas la raison pour laquelle les Français s'étaient perdus en Algérie, quoi. S'étaient retrouvés dans une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner, bien qu'en étant en flagrante supériorité numérique. C'était nouveau, ça. Cette équation, elle était inconnue à l'époque. Aujourd'hui, elle est devenue une quasi-règle, mais à l'époque, c'est tout à fait nouveau. Voilà. Mais il y a encore du travail à faire, comme souvent. Je voulais juste savoir, vous avez dit tout à l'heure, il était, comment vous avez dit, on peut être intelligemment à gauche, complètement à gauche. Comme tout. Vous pouvez en fait juste... Comme tout, non, on n'est pas là pour parler de politique, au-delà de ça. Si vous voulez, être pro-soviétique, c'est pas être très intelligemment à gauche, voilà. Ouais, si vous voulez, il y a un totalitarisme de gauche, c'est pas être, si vous voulez, je ne le mets pas du côté de l'intelligence. Voilà. Merci. Oui, j'ai été surpris de voir que Gillo Pontecorvo était aussi crédité pour la musique. Et est-ce qu'on peut parler de la participation des musiciens? Oui, merci. En fait, moi, surtout qu'en plus, pour un ciné-club, Ennio Morricone, c'est un sketch. Alors, moi, je savais, vous n'allez surtout pas parler d'abord de Morricone. On va y revenir. Alors, effectivement, il y a une chose étonnante, c'est souvent quand même, c'est au générique, et souvent, les génériques soulèvent de très bonnes questions. Donc, on a une musique signée Morricone et Pontecorvo. C'est plutôt que Gillo Pontecorvo n'est pas musicien. C'est pas comme si on voyait Pontecorvo. Il y a des metteurs en scène qui sont également musiciens, je dirais que Clint Eastwood, John Carpenter, mais pas Gillo Pontecorvo. Et puis surtout, Morricone, on est d'accord quand même, il est quand même assez autonome quand même dans sa composition, il n'a pas besoin qu'on lui prenne la main pour réaliser ses scores. On sera tous d'accord là-dessus. Donc, simplement, qu'est-ce qui s'est passé sur la bataille d'Alger? C'est que la collaboration, en fait, Morricone et Pontecorvo étaient humainement très liés.
Ils s'entendaient extrêmement bien dans la vie. Donc d'ailleurs, Morricone a signé la musique des 2 films suivants de Pontecorvo. Donc si vous voulez, c'était pas... ces 2 individus s'entendaient bien dans la vie, mais ils s'entendaient pas bien dans le travail. Dans la musique, peut-être. Dans le travail, le travail c'est la musique. Et donc, Morricone racontait qu'à chaque fois qu'il faisait des propositions à Pontecorvo pour la bataille d'Alger, Pontecorvo, en fait, restait inerte, quoi. C'est comme si il signifiait que ça lui plaisait guère, quoi. Donc, Morricone était quand même assez emmerdé. Il se dit, mais quand même, à un moment, j'aimerais quand même bien lui proposer quelque chose qui lui fasse plaisir, quand même. Et Morricone, un jour, donc, a rendez-vous, Pontecorvo a rendez-vous un jour de nouveau rendez-vous chez Morricone, et de chez lui, Morricone entend Pontecorvo monter les escaliers, et Pontecorvo siffle un air, un air de, je sais pas, de 4-5 notes de musique que Pontecorvo a improvisé, qu'il a trouvé comme ça, enfin, véritablement, il a trouvé tout seul, lui qui n'est pas musicien, a trouvé un air de musique. Et donc, en écoutant ces 4-5 notes à travers sa porte, enfin de son appartement, Morricone s'est dit, ah bah tiens, je vais les incorporer, surtout que c'est plutôt pas mal. Hein. Et donc voilà comment on s'est retrouvé avec l'un des thèmes de la bataille d'Alger. On trouve que c'est là où ça devient cocasse, c'est que Pontecorvo n'a jamais remarqué qu'une partie de sa musique, qu'il est en fait l'auteur d'une partie de sa musique. Il n'avait pas mémoire d'avoir comme ça improvisé cette musique. Maintenant, au-delà, si vous voulez, de l'aspect anecdotique, moi, si vous voulez, dans un premier temps, je m'étais dit, mais cette musique de Morricone, elle est peu morriconienne. Alors, c'est peu morriconienne au sens où la perception qu'on a de Morricone, à l'époque, c'est à travers les musiques des films de Sergio Leone. Sauf que bon, on est déjà en 66 à l'époque, vous voyez, Morricone signe entre 20 et 30 musiques de films par an. C'est monstrueux, c'est hors du commun. Donc si vous voulez, musique morriconienne, ça ne veut rien dire. Hein. C'est parce que c'est un musicien d'une telle richesse que c'est pour le moins particulier, que c'est absolument exceptionnel. Et si vous voulez, c'est une musique qui est tellement différente de celle à laquelle on est habitué, en fait, par ses occurrences les plus célèbres. J'ai appris que Morricone avait quand même, c'était un peu immergé du côté de la musique traditionnelle algérienne. Il voulait trouver justement une authenticité, justement, enfin une musique qui colle à cette histoire, qui ne soit pas seulement un musicien embauché, et que ce soit justement une musique parmi la trentaine qu'il aura composé cette année. Et simplement, vous voyez, je regardais tout à l'heure les scores composés par Morricone pour la seule année 66. Il faut dire en 66, Morricone compose, parmi les 30, il compose la musique du Bon la Moitié de Truand, donc de la bataille d'Alger, et des oiseaux gros et petits de Pier Paolo Pasolini. Vous avez toute la richesse du cinéma italien qui se retrouve presque, la richesse et la diversité du cinéma italien qui s'est exprimée dans ces 3 films, qui n'ont rien à voir. Je vois pas, vous voyez, c'est une autre époque du cinéma. Ça là-dessus, là quand même, il y a de quoi être nostalgique. Après, je vous engage à consulter ou acheter le livre de Jean-Christophe Manusseau qui rentre très en détail sur Pontecorvo et Morricone. Et moi, en revoyant le film, je décelais déjà des prémices de Quemada, un petit peu, dans celle-ci, même si très souvent on la renvoie aussi à des thèmes des Incorruptibles ou d'autres. Je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'espoir de l'évolution de la société vers une démocratie, la liberté, etc., n'a pas exactement été satisfait par ce qui s'est passé. Et j'aimerais savoir si, en tournant ça, il devait déjà savoir ce que je viens de dire. Clairement, parce que
le cinéaste qui tourne la bataille d'Alger se retrouve en fait en pleine intrigue de palais au moment où il tourne. Donc en fait, il est témoin d'une autre histoire de l'Algérie. Ensuite, il a déjà des démêlés avec le pouvoir algérien. Il voit déjà les limites de la collaboration avec ce gouvernement. Et aussi, il y a cette déclaration de Pontecorvo qui m'avait frappé parce qu'elle est presque contre-intuitive. Pontecorvo avait déclaré, mais vous savez, moi j'essaie de montrer de manière la plus juste possible les points de vue des deux camps. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que Pontecorvo ne serait pas farouchement anticolonialiste? Bien évidemment qu'il l'est. Mais il y a une volonté chez lui de prendre quand même le plus de distance possible dans un contexte où on n'en a pas beaucoup. Et en fait, Pontecorvo pense en artiste, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez, il envisage d'abord la complexité d'une situation plutôt que la propagande dans son assertion la plus pauvre, c'est-à-dire si vous voulez, véritablement binaire, noir et blanc. C'est ce qui m'apparaît. Je voulais te remercier encore une fois. C'était passionnant, les femmes et les soirs. Et juste pour vous dire deux petites choses. Alors, je ne sais pas ce qu'on en pense. Moi, je trouve qu'il y a un film qu'il faudrait aller voir, qui en parle un petit peu à l'affiche, qui est le film Faucon, il y a Arki. Oui, bon film. Bon film, qui aussi nous raconte que la guerre d'Algérie, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est un conflit dont le cinéma français s'empare très tôt. Et puis c'est un conflit, en fait, dont non seulement le cinéma français s'en empare très tôt, mais il ne l'a jamais lâché. Et il continue de le creuser jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais savoir si tu travaillais sur un prochain livre ou quelque chose que tu peux nous dire, ou pas du tout, parce que là, on a un exemplaire du livre autour de Pierre Mission, et aussi du livre autour de Palma. Alors, sur un point de vue cinéphilique, quand je travaillais un livre sur l'armée des Andes. Jean-Pierre Méduy, voilà. Donc, c'est un livre sur un conflit et sur la complexité de la France. Aussi, déjà, toujours. Merci beaucoup encore. Et juste, je vous rappeler que le rendez-vous de décembre sera quelques jours avant le PIF, sera animé à des côtés par Cédric de Manorise autour de Peur sur la ville. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la fois dernière, notre invité c'était Thierry Jousse, qui a un ciné-club qui est consacré aux musiques de films. Son ciné-club, c'est tous les dimanches, tout à l'heure à 18h, si vous avez encore le temps, au Nouvel Odéon. Et donc c'est un compositeur, un film, et aujourd'hui c'est Henri Mancini pour Pierrot sur Canal. Voilà. Merci à tous encore. L'armée des ondes, c'est le plus grand film de résistance.